Bonsoir à tous. Donc, MASM, mission d'appui service métier. C'est une mission qui avait été initiée par Serge Castel, qui est aujourd'hui préfet du Cantal, pour appuyer les services métiers dans le cadre d'un appui technique juridique. J'interviens donc ce soir en ma qualité de référent départemental sismique. J'ai pris ma mission en juin 2017 comme RRE, acronyme Renfort Régional d'Emploi. Je le suis encore, au bout de 4 ans, et je vais continuer pendant 5 ans dans le cadre de cette mission de référent départemental sismique. Mais en plus, je vais m'occuper de l'eau, bientôt dans quelques semaines, de la forêt, de l'agriculture, des espaces naturels, de la chasse et du loup. Mais pour ceux qui me connaissent, effectivement, j'ai cette énergie pour mettre en œuvre ce plan séisme 06 sur lequel j'ai mis beaucoup d'énergie, avec lesquels le réseau scientifique et les partenaires, je les ai associés, mais aussi les élus de ce département. Ce matin, je voulais intervenir, d'abord remercier bien sûr Ghislaine, derrière ce blanc, par rapport à 3 fois tu m'as cité, donc je te recite par rapport à ça. J'avais une autre casquette le 5 octobre 2020. Le préfet des Alpes-Maritimes, M. Bernard Gonzalez, m'a confié la charge de la responsabilité d'une cellule bâtimentaire inédite dans le cadre de la tempête Alex. Pour répondre à cette demande urgente, j'ai mobilisé le réseau Plan séisme 06. Et mon premier appel a été auprès de l'AFPS et de Ghislaine, qui a pré-mobilisé les inspecteurs post-sismiques. Je fais partie aussi de l'AFPS en tant qu'inspecteur post-sismique. À partir de là, j'ai demandé à Ghislaine d'utiliser la grille AFPS. Il fallait aller vite. Elle m'a donné son accord et c'était une première étape. La deuxième étape, c'est que le binôme AFPS-SDIS a très bien fonctionné dans le département des Alpes-Maritimes, et non pas pour un village, mais pour 20 villages dans 3 vallées sinistrées. Et en 20 jours, cellule inédite, 2400 bâtiments ont été expertisés à partir de la méthode AFPS. Pour ce faire, il faut avoir de la formation, de l'habilitation, mais aussi de la connaissance, je dirais, de terrain. Toutes les conditions ont été réunies et cette cellule bâtimentaire inédite a fait l'objet d'un rétexte de l'AFPS. Et le préfet délégué, en charge de la reconstruction des vallées, M. Xavier Pelletier, a confié un contrat de collaboration de recherche à GeoAzur, que j'ai porté, qu'on va bientôt diffuser dans le réseau, qui permettra effectivement de faire le rétexte de cette cellule bâtimentaire où l'ensemble des acteurs ont été associés. Alors cette cellule bâtimentaire inédite a été associée aussi les architectes de l'urgence, mais aussi les collectivités, la métropole Nice-Côte d'Azur, le conseil départemental et des experts judiciaires. Je ne savais pas comment appréhender 2400 bâtiments. C'est pour ça que j'ai fait appel à l'ensemble des réseaux, mais le binôme fort qui a permis effectivement d'aller vite, l'objectif, il était où? Sauver des vies. Permettre effectivement à travers, on l'a évoqué, ces arrêtés, mais à un moment donné, l'objectif du préfet, c'était de ne pas rajouter une autre victime dans le cadre de cette tempête Alex. Mais ce soir, j'interviens dans le cadre d'un plan séisme 06. Alors, merci à mes collègues de la région Auvergne d'avoir présenté. Et je vais essayer de vous déployer le plan séisme 06. Alors, ce plan séisme 06, il sort d'où? Il y a toujours une histoire. Et cette histoire, elle sort d'où? D'une ancienne ministre de l'écologie, Madame Ségolène Royal, qui fait un beau courrier au préfet de région, qui décline au préfet du département des Alpes-Maritimes et qui demande de décliner le CAPRI. Alors, ce n'est pas un caprice de la ministre, le CAPRI, c'est le cadre d'action de prévention des risques sismiques. Et le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François Leclerc, a souhaité effectivement de la mise en place d'un plan séisme 06, et c'est comme ça que je suis devenu le fameux RRE de ce plan séisme 06. Alors, il y avait quand même quelques ingrédients pour animer ce plan 06. Le premier, c'est qu'on a un aléa sismique modéré.
entre l'Italie et la France. Un CIMS de référence, le CIMS de Ligure du 23 février 1887, magnitude 6,5, qui est la base de cette référence. Mais aussi des propos d'Arun Taziev, qui a été à l'origine de la création de l'IRMA, en 1983, dans le vieux Nice, sur le cours Saléa. Il évoque effectivement, demain, Nice sera confronté à un séisme. Quand? Demain, après-demain, dans 10 ans ou dans 50 ans. 1983. Dernier signe de référence, 1887. Aujourd'hui, en tant qu'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'État, tous les matins, mon objectif, à travers ce plan, c'est de sauver peut-être une vie. Voilà mon objectif qui me motive tous les jours. Alors, ce territoire, en l'occurrence, c'est tel qu'une catastrophe n'est pas à exclure, et puis c'est notre capacité à y répondre collectivement. Les Alpes-Maritimes sont déjà pas mal préparées par rapport aux inondations. 2015, 2019, 2020. Il y a aussi des avalanches, des mouvements de terrain, beaucoup de catastrophes. Et une autre catastrophe que la ville de Nice a vécue le 14 juillet, mais ce n'était pas un risque naturel. Alors se préparer face à un tel événement, oui, par rapport à la population, l'économie, l'environnement, c'est de mettre ensemble l'ensemble des acteurs. Plusieurs choses, 3 attitudes. La première, la résignation. Il y a trop de choses à faire, nous n'y arriverons pas. La deuxième, le déni. Cela ne se reproduira pas. Et durant ces 4 ans, je peux vous dire qu'effectivement, l'ensemble des élus, l'ensemble des partenaires, mais non, Stéphane, M. Liotto, non, mais non, perdez votre temps. Le préfet des Alpes-Maritimes, la préfecture et la direction départementale des territoires et de la mer, on a choisi l'action. Nous préparer, selon nos moyens, à notre rythme, tout ne sera pas fait en un jour, mais résolument. Voilà, je suis un peu comme mes collègues de l'Auvergne, pas à pas. Alors peut-être je suis un Auvergnat, je viens du Puy-en-Velay, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, puis avec mon bâton, je fais mon chemin. Mais ce que je fais comme chemin, j'essaye de l'ancrer. Oui, donc un plan d'action. Ce plan d'action, il se déroule en plusieurs volets. Et je vais essayer de l'imager à travers ces volets pour essayer de dynamiser cette fin de conférence. Un des volets, donc, communication, information préventive. Le deuxième, sensibilisation au risque sismique. Le troisième, la connaissance et réduction de la vulnérabilité des constructions et infrastructures des réseaux existants. La construction neuve, la gestion de crise et la connaissance du risque et sa transcription dans les documents réglementaires. Mais aussi le plan Orsec et tsunami. Première action, novembre 2018, journée départementale des risques majeurs. Pourquoi le 3 octobre 3 octobre, le préfet des Alpes-Maritimes a souhaité faire une journée de sensibilisation. Et ce 3 octobre, c'est le 3 octobre 2015, par rapport au drame qu'on a vécu dans le département des Alpes-Maritimes. Donc chaque année, ce qu'on appelle la GIDRM, on fait des actions, inondations. Et comme il avait un RRE, un renfort régional d'emploi, j'ai animé avec des partenaires associés, le CFA d'Antibes, GéoAzur, le Bureau central de la sismologie française, les pompiers de l'urgence internationale. On a fait des ateliers sismiques, des simulateurs avec les pompiers de l'urgence internationale. Et puis, alors après, j'avais un peu la liberté de faire pas mal de communication. Et lorsque j'ai présenté cette journée, qui a 500 collégiens, j'ai dit au préfet des Alpes-Maritimes, alors c'est pas une boîte à meux, mais c'est une enseigne connectée. Et cette enseigne connectée, ça permet effectivement d'avoir les pictogrammes par rapport à la sensibilisation. Puis j'ai dit au préfet, vous savez, monsieur le préfet, je vous donne aussi un stylo magique que je vais donner aux 500 collégiens. Alors, un stylo magique, pourquoi? Un stylo magique parce que ce qu'il y a, c'est que ça permet aussi de faire de la communication et de la sensibilisation. Tout le monde le voulait après, dans le département. Mais pour ça, il faut essayer aussi, avec les médias, essayer de rentrer, faire de la pédagogie. Donc certains médias, notamment Nice Matin, nous a accompagnés dans le cadre de cette journée départementale.
Une autre démarche initiée, ça a été avec le conseil départemental dans le cadre de la protection sociale de l'enfance. Le préfet des Alpes-Maritimes a confié une mission de faire un film, le film Impact. Et avec une dizaine de jeunes, les pompiers, le CNRS, l'Université Côte d'Azur et le laboratoire, nous avons fait un film de 6 minutes à peu près, lié à l'impact, par rapport à comment des jeunes de Nice s'approprient le risque sismique. Et pour ça, Françoise Courboulex intervient dans ce film que vous connaissez par rapport à GeoAzur, le directeur de cabinet de la préfecture, un colonel de pompiers qui est ici intervenu, et Damienne Provitello en tant que directrice de recherche au sein du CNRS. Je continue, dans le cadre de ma démarche de communication-sensibilisation, un livre pédagogique réalisé avec EduMed GeoAzur, le cahier Sismo Collector. On va le remettre à l'ensemble des écoles pour permettre effectivement de continuer, je dirais, cette démarche de communication. Et ça, c'est du concret. Mais nous continuons avec aussi des ateliers RISVAL, donc avec Nicolas qui était aussi, Ghislaine. RISVAL, risque sismique de la minorité alpine. L'objectif d'être associé, c'était de partager des savoir-faire, développer la préparation d'un événement sismique et créer de la collaboration italienne, mais aussi en associant la principauté de Monaco. Une autre démarche, le COM de SICA, comprendre et simuler les comportements humains sur les territoires en situation de catastrophe, de l'analyse à l'anticipation. La DDTM a été associée avec l'ensemble d'un consortium. Nice a été retenue dans le cadre d'une étude liée à un risque tsunami, la faille Ligure rupture, comment on associe le comportement des êtres humains face à cette situation. Et au premier trimestre 2022, ces scénarios liés à des modélisations de réactions humaines vont être présentés au préfet des Alpes-Maritimes. Sur le deuxième volet, sensibilisation, avec l'appui du CIPE, de la préfecture, mais aussi avec Michel Sacher du CIPRE, avaient été associés les plans communaux de sauvegarde. Le 3 octobre, toujours continué cette journée départementale, mais en 2019, en partenariat avec la ville de Cannes, le CNALT et le BRGM et la FPS, une journée liée au tsunami. Le 16 et 17 octobre, une conférence IDRIM avec l'université Sophia Antipolis pour continuer cette sensibilisation. Ghislaine en a parlé, le 29 et 30 novembre, une délégation des Alpes-Maritimes, des élus, vous avez vu l'image avec le maire du Teil et le maire de Mandelieu, qui a permis effectivement de confronter le partage d'expériences avec à la fois, bien sûr, les inondations, mais aussi le séisme, ce qui a permis effectivement le partage. Quelques photos, bien sûr, du séisme du Teil, mais je les ai prises puisque j'étais inspecteur post-sismique de l'époque, et j'ai, avec ma binôme Anne, nous avions pendant plus de 3-4 jours expertisé plus d'une quarantaine de bâtiments. Le volet C, la connaissance et réduction et la vulnérabilité des constructions, infrastructures et réseaux existants. Alors là, je m'étais confronté comment aborder l'éléphant. J'ai coupé l'éléphant en plusieurs morceaux et j'ai fait une proposition au préfet des Alpes-Maritimes qui a retenu 7 gestionnaires de bâtiments liés à la catégorie 4, liés à la gestion de crise. Le premier, c'est le conseil départemental, 06. Pourquoi? Parce qu'il a le centre opérationnel départemental. Ce COD qui a été utilisé pour 2015, 2019, 2020 est dans une tour. Je vous présenterai quelques photos. Et aujourd'hui, il faut le renforcer parasismiquement. Des bâtiments de secours, avec le SDIS 06, des établissements de soins, l'ARS, le CHU de Nice, les bâtiments aéroportuaires, qui deviendront la plateforme de ravitaillement et de logistique par rapport à un séisme majeur à Nice ou à Menton. Et puis, le préfet me dit, Stéphane, ça serait bien de rajouter des bâtiments de sûreté. Alors, je ne comprenais pas trop, mais c'est vrai qu'effectivement, en tant que préfet des Alpes-Maritimes, il y a aussi à la fois la gestion de crise, mais la gestion de sécurité publique. On l'a vu dans les inondations de l'Aude, on l'a vu malheureusement dans les différentes catastrophes
là, effectivement, le pillage ou autre vandalisme dans le cadre de cette gestion de crise. Donc le préfet souhaitait avoir un casernement de gendarmerie et un commissariat effectivement opérationnel. Donc sur cette feuille de route, eh ben, l'objectif a été de collaborer avec ma position de référent départemental. Donc je n'ai pas d'action à agir, mais de mobiliser. Et depuis 2017, le conseil départemental est rentré dans cette démarche en association avec des missions d'AMO avec le CEREMA pour la prise en compte de ce renforcement parasismique, des études de reconnaissance géotechnique, lever le doute lié au risque de liquéfaction. Et puis nous arrivons bientôt effectivement à lancer des études de renforcement parasismique avec un appel d'offres concession-réalisation. Et l'État accompagnera le conseil départemental à travers le fonds Barnier à hauteur de 50%. C'est un engagement du préfet des Alpes-Maritimes et de la DGPR, Direction Générale de la Prévention des Risques, à ce niveau. C'est aussi du concret, donc effectivement, Marc ou Carlos qui sont dans la salle, ils savent effectivement mon implication pour essayer de faire avancer. Alors, ça fait 4 ans, mais on voit effectivement qu'on pourra bientôt avoir les conditions réunies pour cet appel d'offres lié à la conception-réalisation de cette tour Jean Moulin. Au niveau du SDIS, le SDIS avait fait des études de vulnérabilité suivant une directive de 2006. Et là aussi, ça avait bloqué le système puisque 29 sites de secours avaient été identifiés, qui généraient 20 millions. Et là, ça avait bloqué le système. L'objectif de ce plan séisme, c'est de faire un renforcement de la caserne Magnan à travers ce renforcement. Et là, l'État pourrait éventuellement aussi accompagner cette étude de vulnérabilité, mais aussi ce renforcement parasismique. C'est en cours de discussion. Le CHU de Nice. Alors, le CHU de Nice avait les moyens, donc ils ont fait des études de vulnérabilité structurale, mais aussi fonctionnelle. Et là, la note est salée, puis ça représente à peu près 20 millions d'euros. Et le schéma directeur immobilier de ce CHU devrait prendre en considération, effectivement, dans un schéma stratégique, le renforcement. J'aurais aimé ce soir vous présenter une réalisation depuis 4 ans, il n'y en a pas. Mais peut-être demain, si l'IRMA me réinvite, j'espère faire cette présentation. Et j'en ai discuté avec Carlos et puis avec Marc aussi, peut-être avec aussi ce monde d'ingénierie dans le cadre de ce renforcement. Il ne faudra pas dire si, avant on a les moyens. Police et gendarmerie. Vous avez peut-être pu le voir, le président de la République est venu à Nice pour inaugurer la première pierre de l'hôtel de police à Nice, qui va rassembler l'ensemble de la police nationale, mais des autres polices municipales. Et ce bâtiment va être construit au renforcement parasismique, prenant en compte le plan de prévention des risques sismiques de la commune de Nice. Et parallèlement, par rapport à l'État, une enveloppe aurait été identifié de plus de 45 millions sur 10 ans, parce que là aussi, il faut le programmer, pour essayer de renforcer une quinzaine de bâtiments, et notamment, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, des bâtiments de sûreté. Sur le volet C, et notamment cette connaissance, le port de Nice, à travers un petit peu ce tam-tam que je fais depuis 4 ans, a voulu se raccrocher, je dirais, à cette diagnostic du port de Nice. Et puis, les collègues de RTE, que j'ai échangé avec le CIN du Teil, se lancent dans une audit de vulnérabilité et une étude sera bientôt présentée au préfet des Alpes-Maritimes. Sur le volet D, la construction neuve, à l'époque, le CEREMA m'a accompagné au moins pendant 3 ans à réaliser à peu près plus de 16 contrôles réglementaires de la construction sismique. Aujourd'hui, le CEREMA ne fait plus cette mission. Alors c'est intéressant cette mission parce que ce n'était pas un contrôle de qualité, c'était un contrôle réglementaire qui pourrait être présenté au procureur de la République, mais ça avait pour objectif de faire un peu le tam-tam au niveau de ces constructeurs, de ces maisons individuelles qu'on oublie. Mais demain à Nice, peut-être, le séisme pourrait régénérer pas mal de, je dirais, d'impact par rapport à ces maisons individuelles. Et le CEREMA et mes collègues, effectivement, en phase études, mais aussi en phase travaux, ont permis effectivement de contrôler l'ensemble de ces démarches. Et j'avais initié avec la CAPEB une relation par rapport à ces contrôles. Sur le volet D, ce réseau de la CAPEB, plus d'une trentaine d'artisans, de conducteurs de travaux ont été formés, je dirais, au réflexe de la construction parasismique. Et j'ai continué cette formation pendant 4 ans.
Plus de 200 architectes, bureaux d'études, promoteurs immobiliers ont été formés par 2 pairs de la construction parasismique, Victor Davidovici et Milan Zaschek. Donc je suis en lien, en relation, et à chaque fois que je leur demande, ils interviennent par rapport, je dirais, à ces formations. La formation à FPS avec Ghislaine, effectivement, 3 sessions ont été à Nice. J'ai un message que je n'ai pas répondu de Andréi, mais je vais lui répondre. Effectivement, ça serait avec grand plaisir de faire une nouvelle session en 2022. Je m'y étais engagé pour former plus d'une trentaine d'inspecteurs post-sismiques. Parce que demain, il faudra être tous prêts par rapport à ces expertises bâtimentaires. J'ai mis mon petit diplôme, mais ça n'a pas lieu d'être. Mais je ferai le recyclage de cette formation. Le volet E, la gestion de crise. Grand moment. Là aussi, j'ai collaboré avec le SDIS. 11 itinéraires de secours. On va couper l'éléphant en plusieurs morceaux. Si on en fait déjà un, c'est déjà pas mal. Alors de où? D'est en ouest, d'ouest en est, de Mandelieu à Napoule jusqu'à Menton. À partir de là, il faut travailler avec le réseau et le département des Alpes-Maritimes est confronté, je dirais, à 3 gestionnaires, un autoroutier, le réseau Vinci-Escota, et 2 gestionnaires, la métropole de Nice et le conseil départemental. Donc j'avais initié des projets de contrats avec le CEREMA, mais ça n'avait pas pris. Puis un après-midi, un certain président du conseil départemental et de la métropole Nice-Côte d'Azur, « Monsieur Liotto, vite, 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 vite !» Je dis « Pourquoi? Mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé de l'autre côté de la frontière ?» Je dis « Ah non ?» Ben si, j'étais au courant. Le viaduc de Gênes, ah oui, il est tombé. Et ce viaduc de Gênes a permis de dynamiser le plan CN06, d'où une expertise d'audit de vulnérabilité des ponts et des ouvrages. Nous sommes dans un programme 6 mètres et le réseau Vinci-Escota va s'engager à renforcer le pont du Var, effectivement, qui permettra de traverser ce fleuve. Sur la gestion de crise, et ça c'est mes échanges avec les Italiens, qui m'ont rebaptisé d'ailleurs Stefano, ils m'ont dit « Stefano, tu es en temps de paix ». J'avais rien compris. Pas compris pourquoi en temps de paix. Bon, après j'ai compris ça veut dire quoi en temps de paix. Parce que là, dans le cas de la cellule bâtimentaire Tempête Alex, ou le signe du Teil, c'est pas le jour J qu'il faut savoir où on va. Ça c'est sûr. Donc il faut se préparer, anticiper. Et dans le cadre de cette gestion de crise, avec mes collègues de la DDTM, au niveau du SIG, on a identifié des campements et des stockages temporaires. Et tout ça a été vu à travers des critères, mais au moins le préfet des Alpes-Maritimes, à un moment donné, a cette capacité de pouvoir réagir dès le jour de la catastrophe ou dès le lendemain. Mais ça ne suffisait pas. Le préfet des Alpes-Maritimes, il dit « je ne comprends pas votre risque sismique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Donc, à un moment donné, avec le BRGM, j'ai confié une première étude qui a été la réévaluation du risque sismique dans les Alpes-Maritimes. Travailler avec le CEREMA, avec les failles actives, et puis faire 8 scénarios. Alors au départ, il en voulait 2, j'en ai mis 8, comme ça au moins on était sûr du coup. Et notamment la faille Marcel en mer Ligure, qui a permis effectivement de modéliser les nombres de victimes, le nombre de sans-abri, le nombre de bâtiments courants endommagés et la quantité de gravats. Et en juillet 2018, j'ai voulu un scénario sur 2 magnitudes, 5 et 6,2. Et ça a été présenté au préfet des Alpes-Maritimes, et ça a été quand même un déclencheur en 2018. Magnitude 5 sur l'épicentre d'Aspremont, qui est au nord de Nice. 44 bâtiments, 6,2, 525 bâtiments. 260 victimes, 2400 victimes. Là, le préfet commence à regarder. 59 sans-abri, 171 000 sans-abri. Là, ça commence à être bien pris en compte. 2 millions de tonnes de gravats et 5 millions de tonnes de gravats. Donc à partir de là, effectivement, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une journée avec les élus du département des Alpes-Maritimes. Et on a présenté cette étude et il a demandé, le préfet Georges-François Leclerc, je dirais, d'être bien sensibilisé au risque sismique. Mais j'ai continué dans la démarche, puisque Nice est baignée dans la baie des Anges et le risque tsunami. Et j'ai reconfié une étude avec le BRGM, alors je ne suis pas le VRP, BRGM ni CEREMA, mais on a fait une étude avec 2 scénarios. Un dans la mer Ligure
et puis aussi de Bourg-Bernès, où mon objectif, c'était de faire un pas de 100 mètres pour essayer de voir l'impact réel d'un tsunami. Cette étude a été présentée le 24 novembre 2021. Je vais aller directement sur les images qui ont permis de définir des modalités d'auteur d'exposition. Et l'ensemble de cette étude a été présenté au maire du littoral. Et je les invite, avec mes collègues de la préfecture, à les intégrer dans leurs plans communaux de sauvegarde. Et pas plus tard que la semaine dernière, avec le port de Nice et l'aéroport de Nice, effectivement, des études plus précises ont été mises en œuvre. Donc, un déclenchement, effectivement, de gestionnaire. Sur l'autre volet, la connaissance du risque, j'ai porté, oui, un PPR en 2 ans sur la commune de Nice. Le 29 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a signé l'arrêté préfectoral de ce plan de prévention des risques sismiques sur la commune de Nice. Avec bien sûr tout ce qui concerne effectivement les enquêtes publiques, le commissaire enquêteur, ceux confrontés à la population, présentés. Alors ce PPR de Nice, effectivement, c'est pour les constructions neuves. Et j'ai collaboré avec le CEREMA et je remercie Étienne Bertrand de m'avoir accompagné et le CEREMA. Dans cette démarche, la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui est le miroir de Nice, on a fait déjà les études. Et sur Menton, déjà la première phase des études préalables ont été terminées. Pour ce faire, bien sûr, toujours les médias. Les médias avec Nice Matin, vous bâtissez, consultez le plan parasismique. Donc effectivement, le préfet m'autorise à intervenir devant les médias, mais sans faire de catastrophisme, mais avec les professionnels, bureaux d'études, architectes, entreprises, effectivement. Vous êtes sur une zone, prenez en compte le bon bâtiment de catégorie 1, 2, 3, 4, la fréquence du bâtiment, la zone où vous construisez et l'accélération de la courbe qui ne réinvente rien du tout, mais qui vous donne l'accélération sismique. Les Alpes-Maritimes, maintenant, ont bien compris cette démarche. Le dernier volet, et je vais respecter le temps qui m'est imparti, le plan Orsec séisme tsunami. Alors je me rappellerai de ma venue ici en Montélimar, puisqu'en même temps que je vous écoutais, j'ai reçu de mes collègues de la préfecture que le plan qui devait être notifié a été signé aujourd'hui, le 3 février 2022, donc le deuxième plan Orsec tsunami. Alors ce plan, il intègre, qu'est-ce qu'il intègre? Parce qu'on l'avait déjà validé le 3 avril 2019, mais je l'ai fait évoluer. Je ne voulais pas que ce soit un plan qui soit dormant. Et on a intégré l'étude du BRGM sur le risque tsunami. On a intégré les capacités militaires par rapport, je dirais, aussi aux interventions. Et à partir de là, aujourd'hui, le 3 février 2022, le département des Alpes-Maritimes possède un nouveau plan Orsec séisme tsunami. Et en collaboration avec le ministère de l'Intérieur au niveau Place Beauvau et de son outil, le SYNAPS, système numérique d'aide à la décision dans les situations de crise, il y a un petit onglet plan séisme 06. Et ce plan séisme 06, il y a l'ensemble des itinéraires, l'ensemble des plans, l'ensemble des études que l'on mène. Donc je vais changer ma petite affiche, puisque maintenant je mettrai le 3 février 2022. Et puis, à travers ce plan séisme 06, qui faisait pas mal de bruit, j'ai eu l'honneur de mettre avec une mission d'inspection GED, avec les 3 inspecteurs généraux, Gilles Pipien, Thierry Galibert et Bruno Sinotti, un accompagnement d'une mission et un rapport public est disponible. AIA sismique à Nice, passer du déni à une action volontaire dans la durée. Et en fait, ce plan et cette étude reprend l'ensemble de ce plan séisme 06. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été dans mon dynamisme et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Merci Stéphane Liotto. On est en fin de journée dense et vous avez tenu le temps. On va prendre quelques questions, des réactions sur l'interface chat, notamment, et je la salue puisqu'elle est en Outre-mer, Catherine Jean-Baptiste, qui a été constante dans l'effort d'information, qui attire notre attention sur le fait que faire de l'information préventive, ça suppose une constance dans l'effort,
que ce soit du recyclage, des piqûres de rappel. À l'évidence, c'est une condition nécessaire. Au-delà, une question de L. Guyon, sans qu'elle précise sa fonction. Avez-vous aussi identifié, travaillé au niveau des réseaux? Précision, eau potable dans vos travaux? Alors oui, à travers, je dirais, un acteur majeur au niveau du département des Alpes-Maritimes, qui est la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc l'ensemble de ces réseaux d'assainissement, mais aussi de ces réseaux d'eau potable, il y a des études qui sont initiées, mais pas pour l'instant abouties. Merci. Des questions dans la salle? On arrive au bout. On a rattrapé à peu près le retard. On est à une quinzaine de minutes. Le niveau d'attention était soutenu. Oui, monsieur, allez. Dans la prévention au Japon, les enfants dans les écoles font beaucoup d'exercices d'évacuation, des premiers gestes en cas de séisme. Est-ce que en France, pour sensibiliser la population et notamment les enfants, on ne pourrait pas faire ce type d'action? Monsieur Loto. Alors ces actions ont été menées. Plus de 1500 collégiens ont fait l'objet, effectivement, dans le cadre de ces journées départementales des risques majeurs, d'exercices. Alors, je me mets à mon niveau, je suis un grand enfant, donc je montre effectivement de se mettre sous une table, mais aussi à travers ces ateliers, et notamment avec Edumed et GeoAzur, effectivement de découvrir tout ça, et notamment avec le poisson Mananatsu, donc effectivement de découvrir les choses. Et puis à un moment donné, cette culture vis-à-vis des enfants, ça peut remonter au niveau des parents. Et finalement, je pense qu'il y a un bon vecteur, et c'est pour ça que le préfet des Alpes-Maritimes me demande chaque année, effectivement, d'être concret et à chaque fois d'avoir des idées. Donc, je vous en ai montré 2-3, mais j'en ai encore pendant ces 5 prochaines années pour essayer de sensibiliser. Merci pour cette réponse. Je compléterai, un conseiller communautaire de Montélimar Agglomération m'interrogeait tout à l'heure pendant la pause sur la loi dite Matras 2021-1520 pour la référence et notamment l'article 11. Et pour poursuivre sur une réponse, il est signalé dans ce texte, on attend les décrets d'application, que désormais les exercices à l'initiative des maires devront être réalisés. Donc on attend la réglementation. Donc à l'évidence, ça va être encouragé. Des bonnes pratiques ont été développées. L'enjeu, c'est de préparer le facteur humain dans sa montée en compétences et créer les conditions, comme au foot, à la fois de s'entraîner en interne à son organisation. C'est ce que propose l'IRMA à travers une cellule mobile d'appui aux entraînements et aux exercices qui a été montée en 2018, et on arrive à peu près à 178 exercices pour un certain nombre de participants, 2730, quelque chose comme ça. On est sur une moyenne de 54 ou entre 54 et 60 entraînements. Je vois qu'on me dit d'aller vite et d'arrêter de faire de la promotion. Alors tout ça avec des crédits de l'État, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des intercommunalités avec des animateurs territoriaux qui se saisissent de leurs crédits et qui nous permettent bien sûr d'accompagner les territoires ruraux, j'ai envie de dire, gracieusement à leur niveau. Les gros payent. Au-delà de ça, cette loi va entendre imposer les plans intercommunaux de sauvegarde. Je ne rentre pas dans des précisions, mais où j'attire l'attention des conseillers communautaires, s'il y en a dans la salle, qui dit, comme vous l'avez signalé, monsieur Liotto, information préventive, culture du risque, à partir du moment où il est clairement précisé que les intercommunalités auront à mettre en place, suivre, apprécier le caractère opérationnel des plans communaux de sauvegarde, ça veut dire que les intercommunalités, et je salue la métropole de Lyon qui est représentée dans la salle, et ça fait quelques années qu'on fait un travail là-dessus, ça veut dire que les intercommunalités vont devoir se saisir des documents d'information communaux sur les risques majeurs. C'est un des outils administratifs qui concourent à l'information préventive des populations. Dit autrement, les intercos entrent dans le bal pour appuyer les communes dans ces démarches, et on l'espère avec tout le dynamisme et bien sûr les professionnalisations que ça va supposer au niveau des intercos. Je me questionne sur les intercos rurales. Voilà, je terminerai
en attirant une nouvelle fois votre attention sur la fiche évaluation pour les gens qui sont connectés. Je vous remercie du niveau de connexion qui a été soutenu. Je n'ai plus regardé les statistiques sur les dernières minutes, mais ça reste remarquable. Je remercie ceux qui étaient ici en présentiel. Vous avez également, j'attire votre attention, une fiche évaluation. Je compte sur vous. Elle est la même que celle qui est en ligne. Vous pourrez revoir le replay. J'attire votre attention, c'est l'occasion de relayer. On le construira de manière à proposer des droits de réponse le cas échéant, s'il y a des questionnements, s'il y a des échanges, mais aussi des dossiers bibliographiques et autres supports qui vous permettront de compléter la partie orale qu'on aura eue, donc vidéo, PowerPoint qui seront accessibles, pardon pour le mot en anglais. Alors, voilà quelques informations, donc l'enquête, j'en ai parlé. Le parcours de formation de l'IRMA, j'attire votre attention, il est accessible en ligne. Je fais un clin d'œil à l'initiative de la MIAM, pardon pour l'acronyme, ArcMed, la mission de Ghislaine Verriest. On a beaucoup parlé de vous, Ghislaine. Et le bouquet de formation qui existe sur le pourtour méditerranéen et qui permet, par des collaborations agiles, CEREMA, CIPRE, IRMA, pardon, je me suis cité avant le CEPRI, de proposer au territoire des parcours de formation territorialisés. Chaque intercommunalité, chaque porteur de papier, au-delà collectivité également en direct, peuvent se saisir des modules et construire, un peu comme un menu quand on va au restaurant, un parcours adapté aux besoins locaux. J'attire votre attention là-dessus. Et puis le bulletin d'adhésion, on est en campagne, président, je le signale, c'est pas coûteux, mais au final, ça nous permet d'avoir une petite enveloppe avec 330 adhérentes, 65 000 €, ce qui permet de financer un poste. Voilà, merci à tous. Je vous propose d'en rester là. Je remercie les gens qui sont restés connectés tout au long de la journée avec un taux de connexion remarquable. Et jusqu'à la fin, je vous remercie. Je remercie l'ensemble des partenaires. Et bien, bonne continuation et on reste en contact. On réseaute. Merci à tous. Au revoir.